Merci beaucoup, Kadi. Et puis, je vais céder la parole à Youé Henry, qui n'est pas dans le documentaire, mais dont vous avez vu, qui est l'une des filles de Paul Henry que vous avez vu dans le documentaire. Et qui, depuis des mois maintenant, et ça fait notamment depuis la publication du rapport, on s'est rencontrés à l'Assemblée nationale le 1er février l'année dernière. C'est beaucoup, je pense, elle va le dire elle-même, mais c'est beaucoup en tout cas investi, interrogé sur ces questions. On en discute souvent. Et donc merci beaucoup aussi, You, d'être avec nous. Et puis bien sûr, on t'écoute pour dire ce que tu as envie de dire. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Youé Henry. Je suis la deuxième fille, le deuxième enfant de Paul Henry. Mon père, que vous avez vu dans le reportage, et j'ai été vraiment émue de le voir. Je le trouve beau gosse comme pas possible. Je l'ai vraiment trouvé très, très beau. Et en fait, parfois, je me suis demandé d'où vient cette force, d'où vient cette hargne, d'où vient cette rage. Et quand je l'ai regardée, je me suis dit, mais elle est là, en fait. Donc merci Hélène d'avoir retrouvé ces images, de pouvoir voir papa comme ça, de voir toute cette génération qui s'est levée, qui a vécu les Homindiens, qui l'a subi surtout, et qui se sont levés pour dire non, ça suffit, il faut que ça change. Et je leur remercie d'ailleurs à chacun, même ceux qu'on ne citera pas, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas devant la caméra, mais qui étaient là quand même, toutes ces personnes qui ont lutté. Merci à chacun de vous, vraiment, Guillaume, Cécile, à votre manière de pas... Kadi, excuse-moi, de ne pas avoir baissé les bras. Je pense que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que vous avez tenu bon. Et donc je voudrais vraiment vous présenter mes remerciements les plus sincères pour cette lutte que vous avez menée, peut-être même inconsciemment ou consciemment, mais en tout cas que vous n'avez pas baissé les bras et vous avez tenu bon. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celui-là. Donc, en étant la fille de Paul Henry, mon père m'a souvent parlé des Homindiens. Et il fallait toujours une préparation avant de l'écouter. Parce qu'il fuyait quand même la question. Je disais, papa, est-ce que toi, tu as vécu? C'était comment ton enfance? Et je m'en suis rendu compte en demandant autour de moi, à ma famille, quels étaient leurs souvenirs de leur enfance. Et il y avait tout de suite un silence qui s'imposait, qui dominait l'espace et la discussion, parce que c'était toujours difficile, en fait. Et quand on est enfant, on ne se rend pas vraiment compte des questions qu'on peut poser, qui sont très innocentes et qui, pour autant, peuvent faire mal, en fait. Et comment un enfant blessé va raconter sa vie à un autre enfant qui est en construction, qu'a-t-il à transmettre? Je pense que cette génération, elle est surtout revenue traumatisée de toutes ces expériences. Et même si elle a grandi, elle s'est forgée, s'est levée, et la plupart d'entre eux s'en sont bien sortis. Et d'ailleurs, je pense que l'État se vante de ça, de dire que finalement, ces Homindiens ont bien servi. Ces Indiens s'en sont bien sortis, se sont adaptés. Donc merci, quoi. Il faut dire merci à la République. Moi, je ne remercie pas la République. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, en 2025, si mon identité de Kalinia Tulewiyo n'est pas reconnue dans l'État qui domine mon territoire, eh ben, je n'ai pas à remercier, tout simplement. Et pour moi, pouvoir parler des Homindiens, c'est aussi mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, mais quelque chose qu'on doit ouvrir, et le pu doit sortir. Le pu de la colonisation doit sortir de cette blessure qu'on a, qui est profonde, cette marque du colon qui nous colle à la peau depuis des générations, doit s'estomper. Je ne sais pas comment, mais nous sommes là pour réfléchir à d'éventuelles solutions. Moi, je n'ai pas vécu les Homindiens proprement parler. Mon père y a été, ses sœurs, ses frères. Ils sont absolument tous passés. Mon grand-père, ma grand-mère. Et mon grand-père n'est plus de ce monde, mais je l'ai vu à la vidéo et j'ai vraiment beaucoup pleuré parce que je pense que les images ont un pouvoir autre de nous révéler une autre facette. Et vous savez, tout le monde va partir un jour, mais nous, les Kaliniens, on ne peut plus partir dans le silence. Il faut que ça cesse, en fait. Aujourd'hui, parler est plus qu'un besoin. Parler, c'est nous libérer aussi de tout ce poids, de tout ce qui nous pèse. Et moi, qui suis de la génération d'après, je le vois bien, toutes ces discussions qui sont difficiles à avoir avec nos parents. Qui sont-ils exactement? Qui ont-ils été? Comment ont-ils tenu le coup? Que sont-ils devenus?
Et là, il faut qu'on ait de la patience. Et en même temps, la patience, elle s'installe. Et en même temps, on se dit, mais le temps passe. Mon père, il a bientôt 70 ans. C'est un bel âge, vous me direz, effectivement. Il aurait dû y passer beaucoup plus tôt, parce qu'on lui a tiré dessus, pour raisons politiques. Mais il est toujours vivant. Mais 70 ans, je me dis, moi, j'ai 35 ans, donc soit à peu près le double de mon âge. Combien de temps encore faudra-t-il pour que cette génération obtienne une justice ? Faudra-t-il que j'ai des cheveux blancs et un dentier pour qu'on me dise c'est bon, on peut vous écouter, on peut vous accorder cette grâce, cette écoute. Donc moi, quand je viens, je rapporte mon témoignage, qui est celui d'une personne qui fait partie de la génération d'après, de ces enfants qui ont été dans ces homes. Et ce que je peux vous dire, c'est que le home aujourd'hui, pour moi, il n'est pas mort. Il vit toujours en moi. Quand je ne suis pas capable de parler ma langue, et là, je ne rejette pas du tout la faute sur ma famille, sur les membres de ma communauté, et ben moi, je vous dis ça, c'est la faute du home aussi. Parce que le home, s'il n'a pas réussi à détruire dans les méandres de cette enfance brisée, mais qu'ensuite ces enfants devenus grands décident consciemment de ne pas transmettre le Kalinia pour une question de survie, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces homes. Et moi, mon retour à la maison à 35 ans est extrêmement difficile. Je me retrouve perdue sur un chemin où il y a de nombreux jeunes aussi qui demandent à apprendre. Mais la transmission a été rompue. Parce que parler, c'était interdit. Le home leur a appris à obéir, à se taire, à prier, à devenir tout autre que Kalinia. Et même si je suis extrêmement fière de mon père et de tout son cheminement, de son parcours militant, de sa vie personnelle, moi je l'ai senti la faille dans mon cœur. Quand même au sein de ma famille, je me sentais isolée. Et après de nombreuses années, je me suis dit, c'est normal, un enfant qui ne reçoit pas d'amour, comment va-t-il en donner ? Un enfant qui ne grandit pas dans les bras de sa mère, de son père, que va-t-il donner ? Quelle affection va-t-il trouver finalement ? Et là, on se retrouve avec quelques années d'écart, mais nous sommes encore ces enfants brisés. Si j'ai une requête aujourd'hui, en dehors de tout ce qui a été dit ce matin, c'est que cette commission ne peut plus tarder, ne peut plus... On n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps. Cette génération va partir. Et je vous demande humblement de tenir le coup, de nous accompagner, de ne pas lâcher notre main, parce qu'on a besoin de cette vérité. On a besoin de connaître ce pan de cette histoire. Il y en a tant d'autres. Nous avons subi toutes sortes d'attaques au cours de ces 500 années. Mais pour moi, le home indien est le continuum de tout cet asservissement, de nos âmes, de nos corps, de nos pensées. Comment se fait-il que la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, est capable d'investir 1 million d'euros pour aider les peuples autochtones du Brésil, mais ne nous regarde même pas? Vous pouvez chercher sur Internet, c'est sorti hier. 1 million d'euros accordés au peuple autochtone du Brésil et nous n'avons même pas un copec, même pas un centime pour vivre dignement. Alors écoutez, être Kalinia, c'est vivre en marge de la société. C'est nous demander d'être français, c'est nous demander d'être guyanais, mais jamais on nous demande « Voulez-vous rester Kalinia ? Souhaitez-vous rester Kalinia ?» Peut-être que maintenant, à 35 ans, je peux me dire que je suis Kalinia, mais le cheminement a été difficile. Je suis contre cette universalité de nos identités. Parce qu'encore une fois, être français, c'est m'effacer. Être guyanais, tel que c'est présenté aujourd'hui, c'est aussi un effacement de ma nation, de mon nom et de mon histoire. J'ai la chance de porter, parce que mon père, dans ses revendications, m'a donné un prénom Kalinia. J'en ai même 2. Donc celui que vous voyez aujourd'hui, Yue, c'est un nom d'une de mes arrière-grand-mères que je porte vraiment fièrement. Mais toute cette génération a eu des noms qui ne sont même pas reconnus à l'état civil, parce qu'il fallait être français.
Alors peut-être que certains pourront dire « je connais beaucoup mieux l'histoire de ton territoire que toi ». Peut-être. Vous me devancez par l'âge, par vos recherches, par vos livres que vous écrivez. Mais moi qui suis Kalinia, je peux porter ma voix aujourd'hui. Et je sors vraiment renforcée et pleine de courage après avoir écouté toute la journée Kadi et avoir écouté Guillaume aussi. Il y a d'autres Kalinia que je salue aussi. Merci d'être là. C'est un travail que l'on doit faire tous ensemble. Que vous ayez souffert ou pas, le Haut Indien vous a touché. Le Haut Indien nous a touchés. Et il est temps de le mettre à la porte maintenant. Donc voilà, je voulais vraiment partager ce témoignage de vie. Ce n'est pas une recherche doctorale ou autre, non, c'est simplement ma vie d'une jeune de 35 ans qui a vu son père lutter constamment. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier témoignage que je récolte, parce que le temps presse, mon père me dit toujours « résiste pour ne pas oublier ». Même si, et quand je lui dis « papa, le Haut Indien est en nous », comment on va faire? Il me dit « vous trouverez, parce que vous êtes jeune, vous êtes fort ». Et parce que c'est mon papa, il m'a dit « parce que t'es ma fille, tu t'en sortiras ». Mais je vous invite tous, vraiment tous et toutes, à être attentifs à ces mots. Je ne sais pas comment va se mettre en place cette commission, mais pour moi, elle est nécessaire. Le temps presse. Ça va au-delà d'une idée d'une justice ou d'une réparation. Il s'agit d'abord de mettre des mots sur ceux qui n'en ont pas eu, qui a été mis dans une boîte et scellé pour ne pas que ça ressorte. Mais la France doit assumer son passé et surtout son présent. Et si elle n'assume pas son présent, ça deviendra un futur. Pour moi, la colonisation est en marche et elle est toujours en cours. Merci.